Bonjour à tous, nous débutons la journée sur Culture Veille en direct de la Chambre de commerce et d'industrie de la ville de Nice, ici dans la région Côte d'Azur, où nous sommes accueillis en plein cœur du festival Moniventa. Pendant 2 jours, aujourd'hui jeudi et demain vendredi, se déroulent les rencontres professionnelles art et technologie. Un certain nombre d'interlocuteurs, professionnels, créateurs, artistes, entrepreneurs, chercheurs, débattent, discutent, échangent et se rencontrent pour parler notamment des questions d'image animée, du numérique, nouveaux modèles économiques, toutes ces thématiques qui viennent bousculer, dynamiser le secteur culturel. Et justement, à l'instant, vient de se terminer ce matin une table ronde dont l'intitulé était « Création, innovation, marché ». La création de valeur dans les industries culturelles et créatives. Vaste enjeu, et donc j'ai le plaisir d'avoir avec moi 2 intervenants de cette table ronde. Tout d'abord, Malo Giraud-Delin, vous êtes directeur général de Digital Arty, qu'on va présenter dans quelques instants. Et puis également, Franck Descolonges, vous êtes évangéliste pour la communauté des développeurs chez IBM. Et donc là, pour les gens qui notamment les professionnels de la culture qui ne voient pas ce qu'on veut dire par communauté de développeurs chez IBM, bah justement, on va voir aussi comment vous accompagnez les créateurs et les artistes chez IBM. Tout d'abord, Malo Giraud-Delin, Digital Arty, on parlait donc de création de valeur. Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui? On est sur un nouveau modèle économique? Alors, effectivement, nous, on a démarré en 2009 et on a cherché à accompagner des créateurs numériques, des artistes numériques, des designers numériques dans la production de leurs créations et dans la diffusion de ces créations, en particulier auprès d'entreprises ou de collectivités territoriales. Et c'est vrai que quand on a lancé ça, c'était l'objectif effectivement de la table ronde de ce matin, on a inventé de nouveaux modèles économiques et de nouvelles façons d'accompagner ces créateurs qui, je dirais précédemment, étaient surtout dans les festivals et dans le côté plus artistique, culturel, manifestation culturelle. Donc on a développé avec eux de nouveaux enjeux, de nouvelles possibilités. Et l'idée sur laquelle nous travaillons, c'est d'apporter aux entreprises ou aux collectivités territoriales de nouvelles expériences digitales créatives. Et donc on n'est pas seulement dans une œuvre d'art traditionnelle qu'on va mettre sur un mur ou une sculpture, mais on est dans des œuvres qui sont interactives, qui vont faire participer le public, le visiteur, et qui vont évoluer au cours du temps. Donc on est dans des créations très originales, très numériques, et en même temps, on invente de nouvelles relations économiques entre la création, la technologie et la créativité. Alors, vous avez employé dans votre présentation ce matin le terme disruptif, notamment disruptif dans le domaine de l'art numérique. Qu'est-ce que vous entendez par là? Alors, c'est vrai que traditionnellement, le monde de l'art était très éloigné du monde de l'entreprise. Il y avait des possibilités de mécénat, c'est-à-dire que beaucoup d'entreprises ont des politiques de mécénat très importantes de très longue date, mais l'entreprise dans ce cas-là est un facilitateur de l'art, mais n'est pas le destinataire de cet art, même si éventuellement on peut mettre un tableau dans le hall d'accueil d'une entreprise. Mais là, on va plus loin, c'est-à-dire qu'on fait participer l'entreprise à la création, on la fait interagir avec la création, on fait interagir les salariés de l'entreprise, les visiteurs, les clients de l'entreprise. Donc on est dans un modèle très différent d'un simple mécénat, je dirais, enfin simple n'étant pas péjoratif, le mécénat est tout à fait remarquable, mais on est dans une autre phase où on va intervenir, on va participer à la création d'une œuvre et on va l'accompagner et on va interagir avec de façon, pour un événement, pour une soirée, ou de façon permanente et quotidienne pour les salariés d'une entreprise.
Alors pour l'audience qui découvre peut-être Digital Arty aujourd'hui en nous écoutant, est-ce que vous pouvez nous illustrer à travers quelques installations, projets concrets que Bien vous auriez sûr, fait une belle réalisation dans l'espace public que nous avons fait pour la collectivité territoriale Pleine Commune qui est au nord de Paris, à côté du Stade de France. Il y a un tunnel piéton qu'il fallait prendre pour accéder effectivement au Stade de France. Tunnel qui a toujours été quelque peu lugubre. Et donc nous avons enrichi l'expérience de la traversée de ce tunnel en installant 300 grosses boules lumineuses, des boules de LED multicolores. Et ces 300 boules évoluent avec les piétons qui passent sous le tunnel et avec les véhicules qui passent au-dessus. Donc on est tout d'un coup dans une interactivité, dans une immersion, dans un lieu créatif. Et les gens qui passent le reflètent bien. Ils prennent des images, ils prennent des selfies, ils s'amusent, alors qu'avant, ils avaient plutôt tendance à disparaître au plus vite pour passer ce tunnel. Alors pourquoi on parle de création de valeur là ce matin dans la discussion? C'est un terme qui finalement était, vous l'avez rappelé, peu habituel dans les mondes de l'art, où on était sur d'autres formes de financement. Pourquoi il est nécessaire de créer de la valeur, notamment de la valeur économique, aujourd'hui dans le secteur culturel? Si on veut que les artistes puissent créer, il faut arriver à les financer. Et dans ce domaine de la création technologique, et je pense que chez IBM, ils en sont bien conscients, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait effectivement une valeur économique pour que les entrepreneurs, les entreprises y consacrent une valeur et investissent effectivement dans ces nouvelles créations pour permettre de les créer, parce que la technologie a quand même certains coûts. Il faut pouvoir financer les créations qui parfois sont de taille gigantesque, comme une opération que nous avons fait à Bangkok, où avec 30 projecteurs, on illuminait 3 bâtiments entiers pendant un mois d'un festival de lumière à Bangkok. Et donc, il faut qu'il y ait des moyens pour que les créateurs puissent s'exprimer, puissent travailler avec des ingénieurs, des électroniciens, pour aller au-delà de leurs rêves et de leur création et pouvoir la montrer ensuite au plus large public. Alors Franck Descolonges, chez IBM, pourquoi s'intéresse-t-on aux artistes, aux créateurs? Quelles sont les initiatives que vous avez notamment esquissées lors de cette table ronde? Alors, on s'intéresse en fait à l'industrie de la créativité, notamment au travers de l'image de marque que peut véhiculer ces industries-là pour des grandes marques, pour on va dire, nos clients historiques, comme par exemple pour la marque Marchesa, qui est un designer de robes de soirée, où on a collaboré avec les designers de cette marque-là pour concevoir une robe originale lors du gala du Met à New York. Alors l'idée était d'utiliser les technologies innovantes qui sont disponibles sur la plateforme IBM pour co-créer, et ça c'est l'aspect important pour IBM, c'est la co-création en s'appuyant sur des technologies innovantes, mais tout en respectant finalement les choix de l'artiste, car au final c'est l'artiste qui crée l'œuvre ou là le design de la robe. Donc l'idée c'était d'apporter de l'information sur la conception, sur les matières, sur le design de la robe. Et qui plus est, cette robe était identifiée comme intelligente, car elle réagissait par l'intermédiaire de LED colorés aux réactions du public présent dans la salle lors de ce gala. Donc, encore une fois, pour Marchesa, l'idée c'était de capter les réactions du public sur les réseaux sociaux notamment, et de les retranscrire quelque part en direct lors de ce gala. Donc vous voulez dire que pour un grand groupe industriel comme IBM, et j'imagine pour d'autres entreprises, finalement les artistes, les créateurs sont aujourd'hui très recherchés pour venir créer de la valeur artistique, créative, donner du sens à une marque? Alors oui, et l'inverse est vrai également. Par exemple, si on prend le cas d'un producteur britannique, Alex Dakid, producteur de groupes comme Imagine Dragon ou comme même Dr. Dre ou Eminem, il y a eu une collaboration entre l'artiste et IBM autour des technologies cognitives pour une création d'un morceau unique qui s'appelle Not Easy.
L'artiste a demandé à IBM de lui fournir une analyse des tendances dans les réseaux sociaux, des tendances dans les scripts de films, dans les textes de chansons, pour lui s'en inspirer pour créer son œuvre. Et donc il y a cette véritable collaboration à la fois entre l'artiste et les équipes techniques d'IBM, même les équipes de recherche, parce qu'effectivement c'est un travail innovant. On a créé pour cet artiste-là une représentation visuelle des données de manière à ce qu'il soit plus à l'aise pour les interpréter, pour que lui, il puisse exprimer effectivement son talent. Vous avez aussi également abordé des questions de sécurité à travers la blockchain. Alors, technologie qu'on commence à entendre parler dans la presse. Qu'est-ce que c'est, en quelques mots, la blockchain, pour les gens qui nous suivent ? Alors, la blockchain, en quelques mots, c'est comme un livre de compte sur lequel on va enregistrer toutes les transactions autour d'une œuvre, autour d'un produit, autour d'un bien. Ce livre de compte a la particularité d'être partagé et d'être dupliqué au sein de toutes les parties prenantes de ces transactions. Donc, d'une manière entre guillemets naturelle, ce livre de compte devient infalsifiable parce qu'il n'est pas centralisé à un seul endroit qui pourrait être modifié, mais pour pouvoir être modifié, il faut qu'il le soit sur l'ensemble des partenaires. Et bien sûr, pour qu'il y ait une modification, il faut qu'il y ait un consensus également entre ces différents partenaires. Ça s'appuie sur une technologie qui a souvent été décriée autrefois, c'est le peer-to-peer, mais c'est cette technologie-là qui est sous-jacente pour synchroniser les différents livres de registre quelque part de la blockchain. Donc pour le secteur artistique et culturel, quelles sont les applications qu'on peut espérer sur le marché de l'art, la question de la sécurité pour les transactions? Effectivement, sur le marché de l'art, cela peut apporter plus de transparence, plus de traçabilité, parce que toutes les informations qui sont dans la blockchain sont publiques pour les différents participants. Donc on va pouvoir consulter la blockchain, savoir si l'œuvre est authentique, si elle a été transformée. On va pouvoir y ajouter des informations éventuellement cognitives comme l'identification de l'art, une analyse cognitive de l'art pour vérifier qu'elle n'a pas été modifiée au cours de son histoire. C'est une des applications, c'est similaire avec quelque chose qui est mis en place actuellement pour l'industrie du diamant, donc qui peut être assez similaire. Et l'autre application qui se fait actuellement, qui est en étude, c'est pour la gestion des droits d'auteur. Effectivement, la question de la gestion des droits d'auteur est complexe. Il y a des registres d'associations entre les enregistrements et les ayants droit qui est réparti entre différentes sociétés de gestion de droits d'auteur. Et la blockchain peut permettre de consolider en fait tous ces registres et de garantir une juste rétribution en fait des différents artistes. Vous travaillez notamment donc avec la SACEM sur ces questions-là. Voilà, tout à fait, effectivement. La SACEM est partenaire d'IBM comme la société britannique et américaine de gestion des droits d'auteur pour pouvoir exploiter la technologie de la blockchain sur ces questions-là. Donc on le voit bien, transformation numérique et donc des modèles économiques et de la distribution ou de la création de valeur sont fortement remis en cause ou en tout cas dynamisés par rapport à ces innovations. Justement, Malo Giraud-Delin, quels conseils on pourrait donner aux porteurs de projets, aux artistes, aux créateurs qui aujourd'hui veulent entreprendre dans ce secteur et sont peut-être perdus entre peut-être des modèles plus anciens qui étaient de penser automatiquement à la subvention, mais où le cahier des charges de la subvention ne correspond pas forcément à ces nouvelles façons de travailler. Alors, effectivement, il ne faut pas hésiter aujourd'hui à aller regarder dans d'autres univers que le domaine artistique stricto sensu, je dirais, en n'hésitant pas effectivement à parler aux entreprises, à parler à des sociétés de production qui vont les aider à produire, à se rapprocher. Nous avons fait récemment un rapprochement avec une société dans la construction, le BTP, une société qui travaille beaucoup dans l'éclairage public, des rues, des stades de foot, effectivement des cinémas, etc., mais de façon, je dirais, traditionnelle. Et on s'est associé pour créer ensemble des offres créatives pour illuminer de façon créativement les lieux publics, les entreprises. Donc il ne faut pas hésiter à aller vers l'entreprise, même si ce n'est pas toujours facile. Il y a une phase d'évangélisation, il faut faire connaître aux entreprises les possibilités de travailler avec des créateurs ou de travailler avec des sociétés de production qui vont faire le lien finalement entre les créateurs et
et les entreprises pour faciliter un peu ce passage entre deux mondes qui sont quand même relativement éloignés aujourd'hui. Justement, Franck Descolonges, comment les artistes aujourd'hui peuvent collaborer avec IBM? Alors, vous avez parlé d'exemples, mais aujourd'hui, IBM ouvre les portes aux artistes. Il y a un programme, on peut vous contacter. Comment ça se passe? Alors, en fait, pour les artistes, et là, au niveau des industries créatives, le champ des possibles est vraiment énorme. On peut parler, par exemple, des développeurs de jeux vidéo, sur lesquels on va avoir des accès sur notre plateforme privilégiée pour pouvoir exploiter certaines technologies. Je peux vous prendre l'exemple d'Ubisoft avec lesquels on est en partenariat pour exploiter les technologies de reconnaissance vocale lors de jeux vidéo en réalité virtuelle. Car on ne va pas exploiter un clavier lorsqu'on est dans le jeu, et pour interagir, effectivement, naturellement, on va utiliser la voix. Au niveau également de l'industrie du cinéma, on a des outils pour analyser des scènes. On savait analyser des séquences, des plans de coupe et ainsi de suite. Maintenant, IBM dispose d'outils pour analyser des scènes, interpréter ces scènes, savoir si quelles émotions elles dégagent, la tension qu'elles peuvent dégager, ainsi de suite. Et notamment, ça a été utilisé pour la co-création. Encore une fois, hein, avec l'artiste, c'est toujours une question de co-création d'un trailer, d'une bande-annonce pour un film qui s'appelle Morgan. Donc justement un film qui parle d'intelligence artificielle, parce que le personnage principal est doté d'une intelligence artificielle, et donc les artistes vont pouvoir exploiter ces technologies-là pour pouvoir enrichir quelque part leur création. Eh bien voilà, c'est ce qu'on voit actuellement aux rencontres Art et Technologie ici à la Chambre de Commerce et d'Industrie de Nice, au cœur du festival biennal Movimenta. Plein de possibles, des décloisonnements qui sont présentés dans les différents secteurs d'activité ici. Et les rencontres durent jusqu'à demain, vendredi soir. Merci beaucoup Malo Giraud-Delin. Je rappelle que vous êtes directeur général de Digital Arty, et puis on pourra retrouver les liens sur Culture Veille pour les gens qui veulent en savoir plus. Également pour vous, Franck Descolonges, merci. Vous êtes évangéliste pour la communauté des développeurs au sein du groupe IBM. Merci. Merci et puis bonne rencontre. Merci. Merci beaucoup.